D'abord, c'est un travail que j'ai initié moi-même. Dans chacune de ces organisations, nous avons fait une enquête qualitative. Pour une raison, c'est que les phénomènes que l'on étudiait sont tellement nouveaux et qu'il faut bien passer par du qualitatif, parce qu'après tout, dans un sondage, on ne retrouve à la sortie que ce que l'on a mis à l'entrée. Donc, ce qui est important à dire, c'est qu'on a mené entre 500 et 600 entretiens. L'idée initiale, ça avait été de dire, quand on va sortir de cette période, il va bien falloir que vous parliez à vos salariés, il va falloir que vous leur parliez de leur réalité, de ce qu'ils ont vécu, de ce qui s'est concrètement passé chez vous dans vos organisations. Et ça, il faut que vous le connaissiez, il faut d'abord que vous l'étudiez. Et la sociologie peut vous aider à bâtir un discours qui soit appuyé sur la connaissance de ce qui s'est réellement passé dans vos organisations. Je voudrais me centrer sur des points qui n'ont pas été abordés par tous ceux qui ont discouru sur le télétravail. Alors, je vais donc insister sur des points qui ressortent moins dans ce que l'on a dit. Il y a peut-être un premier point qui est important. On ne peut pas comprendre la première période de télétravail en la séparant de la première période de confinement. Si je dis qu'on ne peut pas séparer les deux, c'est qu'une des premières caractéristiques du télétravail confiné, ça a été l'autonomie retrouvée. Maintenant, je voudrais me centrer sur deux, trois points du télétravail qui sont, comme je le disais tout à l'heure, peut-être ceux qui ont été les moins soulignés. Ce que l'on n'a pas vu et qui va avoir des conséquences pour l'avenir, c'est que le télétravail a quand même généré des phénomènes d'exclusion. Le premier, certains d'entre vous, je suppose, ont dû le vivre, c'est l'exclusion par la technologie. Et puis, il y a eu un deuxième mécanisme d'exclusion qui, lui, alors, tient aux salariés eux-mêmes et qui a été très difficilement perceptible. Vous voyez, quand on a mis les gens en télétravail, les entreprises ont sélectionné une plateforme sur laquelle étaient supposées se dérouler toutes les visios, les réunions en visio, les visioconférences. Et par exemple, au début, ça a été Zoom, comme nous sommes aujourd'hui. Puis ensuite, Zoom a été trouvé, je ne sais pas suffisamment sécurisé, donc on est passé à Teams. Mais en même temps que l'on indiquait aux salariés la plateforme sur laquelle ils pouvaient faire les visioconférences, on leur interdisait d'en utiliser une autre. Et s'est produit à ce moment-là un phénomène qui nous a frappé parce qu'il a concerné les 9 organisations dans lesquelles nous avons travaillé. Il y a des salariés qui ont pris l'initiative par eux-mêmes de créer des groupes et de les créer sur des plateformes qui n'étaient pas celles indiquées par l'entreprise. C'est le premier phénomène que nous avons appelé de désobéissance organisationnelle que nous avons constaté. En faisant ça, ils ont remplacé les collectifs de travail par des collectifs affinitaires. J'ajoute peut-être un point que l'article du Monde avait pointé, mais que nous, on l'a retrouvé dans nos interviews de façon très forte. Euh, dans une espèce de paradoxe apparent comme tous les paradoxes. Les plus réticents au télétravail ont été les plus jeunes. Alors, sur le coup, ça a surpris tout le monde parce qu'on s'est dit, mais les plus jeunes, c'est eux qui maîtrisent le mieux les technologies du télétravail. Donc, eux, ils vont se débrouiller de façon formidable. Et en fait, quand on interviewe ces jeunes, qui sont des nouveaux entrants sur le marché du travail, ils décrivent très bien la situation en expliquant, moi, mon métier, à part la définition de fonction que je peux avoir, mais la réalité de mon métier, c'est certainement pas par le télétravail que je vais l'apprendre en voyant les gens, en discutant avec eux, en observant ce qu'ils font, etc. Et ça, c'est contradictoire avec le télétravail. Et donc, vous voyez, on a vu cette population-là essayer de freiner des cas de fer vis-à-vis du télétravail. De la même façon, il y a un autre phénomène en apparence paradoxal qui nous a frappé, c'est que ceux qui ont été les plus débordés dans ces épisodes de télétravail, c'est ceux qui pratiquaient le mieux depuis longtemps le télétravail. Donc, vous voyez, ces phénomènes d'exclusion, c'est une des observations qu'on a pu faire sur lesquelles il faut garder un œil pour la suite. C'est-à-dire qu'est-ce que ça va donner comme opposition ou comme différenciation au sein d'un travail qui reviendrait, non pas sous sa forme normale, puisque aucune entreprise n'évitera d'avoir une négociation sur le télétravail qui aille quand même plus loin que le semblant d'accord interprofessionnel qui a été signé récemment. Bon, il ne contient pas grand-chose, il faut le dire. Voilà le premier phénomène. Alors, il y a un deuxième phénomène sur lequel je voudrais insister et qui concerne aussi bien le télétravail qu'il concerne le présentiel.
Là, voilà. C'est de se poser la question, concrètement parlant, qui va gérer cette crise. Il y a deux acteurs qui ont géré cette crise. Le premier acteur, c'est les dirigeants, mais les dirigeants au sens, voilà, le patron, quoi, et les gens qui l'entourent. Alors, quelle partie de la crise ils ont géré? La première partie de la crise qu'ils ont gérée, c'est l'application des mesures gouvernementales. Et à part les dirigeants, qui a géré la crise? Eh bien, il y a un acteur qui est capital dans la gestion de cette crise, qui est d'ailleurs, à mon avis, celui qui va en sortir, je ne sais pas comment dire, victorieux, pourrait-on dire, hein, on pourrait dire ça comme ça, c'est l'encadrement de proximité. Donc cet encadrement de proximité, on lui a donné à la mission à la fois de s'occuper de la poursuite de l'activité et de s'occuper du confinement pour les populations jugées les plus fragiles. Alors, la question qui s'est posée, ça a été de dire, mais comment ont-ils fait pour s'occuper ainsi de la poursuite de l'activité? Qu'est-ce qui a fait finalement qu'ils ont réussi? Ils avaient en face d'eux, si je peux m'exprimer ainsi, ce que j'appelle dans mon langage les fonctions support-siège. Et alors, quand on regarde comment se sont comportées ces fonctions centrales, elles ont eu par rapport à la crise deux stratégies. Certaines d'entre elles ont eu une stratégie que j'appelle d'accentuation. Et alors, la stratégie d'accentuation, quel a été son effet? Elle a accru les phénomènes que nous avons appelés les phénomènes de désobéissance organisationnelle. Mais il y a eu une deuxième stratégie qui était intéressante, une stratégie d'atténuation. C'est-à-dire, on va leur dire, écoutez, vous occupez plus des procédures, des process, des règles et des normes, faites ce qu'il faut faire pour que vous puissiez faire continuer l'activité. Mais en même temps, si vous y réfléchissez, et c'est un problème pour demain qui est un problème capital, que les stratégies des fonctions centrales aient été l'accentuation ou qu'elles aient été l'atténuation, dans les deux cas, ça a montré que l'activité marchait aussi bien, si ce n'est mieux, sans le fatras bureaucratique produit par ces institutions-là. Ça amène à l'éventualité d'une réduction drastique de ces fonctions centrales. Vous remarquerez que dans ce que je suis en train de décrire ici, il y a une catégorie qui n'apparaît pas. C'est ce que l'on appelle l'encadrement intermédiaire. Ce qu'il faut dire, c'est que dans la période que nous avons étudiée, mais l'encadrement intermédiaire a été extraordinairement en retrait. Je voudrais peut-être aborder un troisième point. Ce que nous avons observé, c'est les entreprises auxquelles le télétravail a posé le moins de problèmes, c'est ce que moi j'appelle les bureaucraties classiques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est dans ces entreprises que les dirigeants étaient a priori les plus favorables au télétravail. Alors, je voudrais peut-être terminer en disant une chose. La prime Covid a posé un problème dans les entreprises à ceux qui faisaient du télétravail en disant, attendez, c'est pas parce qu'on était chez nous qu'on n'a pas bossé, donc pourquoi on n'a pas de prime Covid? Bon, voilà, ça c'est un premier conflit. Mais il y en a un deuxième qui là est en train d'éclore, que moi je vois éclore sur deux des entreprises que nous avons étudiées, et qui tient au présentiel. Dans les entreprises dans lesquelles il y avait du présentiel obligatoire, vu la nature de leur activité, on a laissé pendant un certain temps aux salariés devant travailler en présentiel la liberté de venir ou de ne pas venir. Alors, ça s'est organisé 50-50. Hein. La moitié est venue, l'autre moitié n'est pas venue. Et la moitié qui n'est pas venue, ceux qui venaient travailler, les a appelés les lâcheurs. Donc, est né petit à petit un espèce de conflit larvé entre les lâcheurs et ceux qui venaient travailler. Donc, quand on interviewait ces lâcheurs, ils disaient une chose extrêmement intéressante de réalisme. Ils disaient, oui, mais nous, on ne vient pas, mais on va venir. Et pourquoi on va venir? Parce que si on reste trop longtemps absent, l'entreprise va se rendre compte qu'elle fonctionne aussi bien avec 50% de ses salariés qu'elle fonctionne avec la totalité de ses salariés, et on ne va quand même pas leur faire cette démonstration-là, grosso modo. Donc, vous voyez, il y a des conflits qui, pour le moment, n'ont pas encore totalement émergé parce qu'on est dans une période qui est la continuation de la période précédente, mais qui, à un moment donné, vont sans doute devenir des conflits cruciaux sur lesquels les entreprises vont absolument devoir se pencher. Je voudrais ajouter un dernier point. Les salariés ont été plus raisonnables
qu'un certain nombre d'entreprises dans l'affaire. Parce que vous avez vu, une entreprise comme PSA, par exemple, a dit donc toutes les activités vont être télétravaillées. Tout ce qui peut être télétravaillable va être télétravaillable. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont commencé à négocier de façon forte avec leur DRH en particulier pour que la télétravaillabilité de leurs tâches soit reconnue. Ce que l'on peut dire aussi, c'est quand les salariés sont interrogés sur faut-il totalement télétravailler, tous vous disent non. C'est-à-dire le contact social a une importance qui est une importance capitale. Et donc les salariés situent toujours entre 2 et 3 jours de télétravail et donc entre 3 et 2 jours de présentiel. Et on ajoutera un dernier point. Il faut faire comprendre aux gens que le télétravail est quand même un problème collectif avant d'être un problème individuel. N'oublions pas que l'on a étudié un télétravail de crise et de crise. Et si vous prenez l'accord interprofessionnel qui vient d'être négocié là, il parle spécifiquement du travail de crise et il dit qu'en cas de travail de crise, c'est l'employeur qui a la responsabilité d'organiser le télétravail. En revanche, toujours dans cet accord, et moi je ne suis pas du tout un juriste, un spécialiste de la chose, il est dit qu'il doit toujours y avoir un droit à la déconnexion. Alors, est-ce que ce droit à la déconnexion qui existait dans l'accord précédent, celui de 2005, a été respecté? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que ça a dépendu de la nature même du travail. Là, vous me posez des questions sur l'avenir et moi, vous voyez, je voudrais être extrêmement prudent. Les sociologues, ça prédit plus facilement le passé que l'avenir. Je ne suis pas capable de vous dire si je pense ou je souhaite, ou les deux, que cette autonomie soit prise en compte et soit maintenue. Et que par conséquent, on ne puisse pas revenir au vieux modèle de command and control. Sauf que ça a une dimension systémique. C'est-à-dire que pour que l'on ne revienne pas au vieux command and control, il faut que les fonctions centrales soient privées de la capacité d'émettre toujours plus de règles et de procédures. Si les fonctions centrales émettent toujours plus de règles et de procédures, eh bien, par définition, elles vont, comment dirais-je, réhabiliter le command and control pour contrôler l'application de règles et des procédures qu'elles ont émises. Donc moi, il me semble que je prendrai le problème par le haut en disant, comme je le disais tout à l'heure, comme d'ailleurs 2 ou 3 entreprises de notre échantillon le font, stop, une bureaucratie, on ne peut réduire son activité que si on le réduit ses moyens. Alors, je ne sais pas si ça introduirait un nouveau mode de classification sociale. Euh, enfin, c'est effectivement possible parce que vous l'avez vu à travers d'ailleurs les réactions de la société. La société a soudain découvert qu'il y avait des gens dont elle ne pouvait pas se passer et elle ne pouvait pas se passer et c'est ces gens-là qu'elle s'est mise à applaudir. Vous n'avez jamais vu dans la société qu'on se mette à applaudir des cadres pour le travail qu'ils font. Donc soudain, ces gens ont eu une reconnaissance sociale que leur a apporté la population. Alors, est-ce que le retour, est-ce qu'on s'en souviendra dans le retour en situation normale? Voilà, j'ai des doutes. Franchement, j'ai des doutes. Et donc, la différenciation entre col blanc et col bleu est une différenciation qui peut continuer avec quand même la nuance qui consisterait à dire oui, mais dans l'évolution générale du travail, la proportion des cols bleus ne cesse de se réduire par rapport à la proportion des cols blancs. Non, je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. Et je dis même nettement, je ne crois pas. Parce que tout ce que l'on a pu analyser montre que euh, tous les acteurs, quel que soit d'ailleurs leur niveau dans l'organisation, mettent en avant la nécessité de ne pas détruire le corps social de l'entreprise et l'utilité qu'il y a de pouvoir échanger. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, si vous voulez, si la machine à café est devenue mythique.
C'est mythique. Là, vous voyez, on fait des séries télé, des sketchs sur la machine à café, mais l'humour ne s'exerce que si sur une réalité de la vie. Donc, pour les gens, c'est quelque chose qui est absolument capital et le télétravail ne peut pas se substituer aux interactions sociales. Il y a chez les dirigeants un débat sur qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Le débat dont vous parlez actuellement est aujourd'hui un débat chez les dirigeants. Et vous avez une bonne partie des dirigeants qui vous disent, attention, une entreprise, c'est un lieu sur lequel on se réunit pour travailler en commun. Ce n'est pas quelque chose qui s'émiette un petit peu partout. Donc, il y a une véritable résistance autour de la conception même de ce qu'est une entreprise. Mais pour vous montrer à quel point la question que vous posez est intéressante, c'est qu'une des entreprises de l'échantillon, d'ailleurs, m'a demandé de conduire une étude historique sur comment petit à petit s'est construite cette notion d'entreprise unifiée, on pourra dire, si vous voulez, par opposition à ce que vous dites de l'entreprise dispersée, de l'entreprise travaillant avec des travailleurs qui sont émiettés un petit peu partout. Donc, la personne le dirigeant qui m'a demandé ça est quelqu'un qui se pose la question que vous avez posée. Si, c'est ce que je voulais dire. Quand vous interviewez ces jeunes-là, ils le formulent d'une façon différente de vous, mais ils considèrent que si ils n'ont pas la possibilité d'établir du lien social, d'établir du lien collectif, alors ils vont être totalement désavantagés dans leur petit à petit dans leur apprentissage du travail et donc ils vont être désavantagés dans leur carrière, etc., etc. Encore une fois, comment ça va impacter l'avenir? L'avenir le dira. Comment ça impacte actuellement? On le voit bien. On le voit bien, comme je l'ai dit, avec la primauté à l'encadrement de proximité, avec l'effacement de l'encadrement intermédiaire, avec la question que ça pose aux fonctions support, enfin, aux fonctions sièges. Je n'ai pas eu le temps de développer pourquoi la position des RH a été une position extrêmement difficile, tout simplement parce que les salariés se sont mis à poser des questions très particulières, très personnelles, auxquelles les RRH ne répondaient pas et donc faisaient remonter jusqu'à la DRH centrale qui devait répondre à toutes les questions et innover sur les réponses à donner, sachant que la réponse donnée à l'un faisait jurisprudence pour les autres. Donc, oui, mais voilà. Donc, de ce point de vue-là, il y a toute une série de phénomènes qui se sont produits dont, dont, dont on peut penser, si vous voulez, que cumulés, ils ne permettront pas de revenir à la situation antérieure. Voilà. Mais si vous me permettez, est-ce que je peux ajouter un mot? Ne serait-ce que pour remercier ceux qui m'ont écouté, mais je voudrais, mesdames, messieurs, vous dire une chose. Moi, j'ai un combat dans ma vie, c'est l'utilité des sciences sociales. Voilà. Et moi, vous voyez, j'étais très pessimiste parce que je voyais les sciences sociales disparaître des entreprises petit à petit au profit des solutions toutes faites, des recettes des entreprises libérées, des organisations pâles ou je ne sais pas quoi, tous ces trucs-là. Et ce qui m'a redonné de l'optimisme, c'est d'avoir 9 dirigeants qui ont compris que la sociologie allait leur apporter quelque chose. Donc voilà, vous voyez, moi je suis un militant des sciences sociales parce que les sciences sociales, ça apporte de la connaissance, ce que j'ai appelé dans la faillite de la pensée managériale, de la connaissance élaborée. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la connaissance. Voilà, merci de m'avoir permis de le dire.